Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 7, le maître de la foudre. Le 11 juillet 1934, Nikola Tesla décrit dans un article du New York Times pour la première fois une nouvelle invention, une arme à énergie dirigée utilisant un accélérateur de particules capable de tuer et de détruire à des kilomètres de distance. Tesla nomme son invention révolutionnaire la téléforce. Mais la presse de l'époque décide de l'appeler rayon de la mort ou rayon mortel Tesla. Nikola Tesla déclare que son invention peut faire tomber une flotte de 10 000 avions ennemis à une distance de 200 miles de la frontière d'un pays qui se défend en les faisant s'écraser sur leur piste. Pour lui, c'était le système de défense ultime qui mettrait fin à toutes les guerres. Tesla raconte même au New York Times que son rêve est de bâtir une clôture énergétique nationale qui détruira quiconque tentera de la traverser. Néanmoins, Nikola Tesla n'est jamais rentré dans les détails techniques de son invention. En tout cas, il n'en a jamais eu l'occasion, puisque suite à son annonce, Tesla s'est heurté à un problème de financement. Aucun gouvernement ne voulait prendre part dans le projet, mais 3 ans plus tard, il annoncera fièrement à l'ambassade de Yougoslavie non seulement que son invention est possible, mais qu'il a déjà mis au point un prototype parfaitement fonctionnel. Un coup de théâtre qui va mettre le monde entier en haleine. Mais hélas, il n'aura jamais l'occasion de le faire, puisque quelques semaines plus tard seulement, il sera violemment heurté par une voiture alors qu'il traversait une rue. Un accident qui le laisse lourdement handicapé avant qu'il ne succombe le 7 janvier 1943. Mais ce qui est encore plus bizarre est qu'après sa mort, l'armée américaine a envoyé rapidement une équipe dans la chambre de l'hôtel new-yorker qu'il occupait depuis des années. La version officielle est que le gouvernement américain craignait que ses inventions ne tombent entre de mauvaises mains. La version officieuse est qu'ils ont méticuleusement pillé tous les documents de Nikola Tesla. Pour certains, l'invention du rayon de la mort était tout simplement impossible, mais pour d'autres, l'invention n'est que la suite logique d'autres technologies inventées ou explorées par Nikola Tesla. Plus précisément, ses expériences sur la transmission sans fil d'énergie entre 1891 et 1904, réussissant même à allumer 2 ampoules à plus de 2 km de distance à l'aide d'une gigantesque bobine générant des charges électriques à très haute tension connues aujourd'hui sous le nom de bobine Tesla. Un véritable tour de force, mais il faudrait aussi noter que son expérience a entraîné un incendie dans un générateur électrique voisin, plongeant toute la ville de Colorado Springs dans l'obscurité. Le rêve de Tesla était de transmettre de l'information et de l'énergie électrique de façon complètement sans fil, et ce, à travers le monde entier. Et son rêve a failli devenir réalité avec la construction de ce qui est aujourd'hui connu comme la tour de Tesla ou la tour Wardenclyffe. Mais suite à l'abandon du projet par les investisseurs, la tour ne sera jamais fonctionnelle. Mais rayon de la mort ou pas, Nikola Tesla y est pour beaucoup dans notre confort quotidien. Des technologies dont il est à l'origine sont partout, d'équipements médicaux de pointe aux voitures électriques en passant par nos réfrigérateurs. Numéro 6, le rayon de la mort d'Archimède. Comme quoi, un rayon de la mort peut en cacher un autre. Archimède est tout simplement considéré comme le plus grand mathématicien de l'Antiquité. Mais outre ses inventions qui font toujours partie de nos vies, comme l'odomètre ou compteur kilométrique, ou même le système de poulies, il a aussi inventé plusieurs armes, notamment pour protéger sa ville, Syracuse en Sicile qui faisait à l'époque partie de la Grande Grèce contre les attaques romaines, parmi lesquelles la célèbre griffe d'Archimède, qui était une sorte de grue qui faisait basculer les navires assaillants et a fait beaucoup de dégâts à la flotte de Marcus Claudius Marcellus. Mais Archimède avait aussi inventé une autre arme militaire, cette fois beaucoup moins connue, le rayon de la mort ou bien les miroirs de la mort d'Archimède. Une invention décrite comme une série de miroirs ou bien de bronze poli qui étaient arrangés de façon à refléter la lumière du soleil en un faisceau très concentré qui était alors dirigé vers les voiles de navires romains pour les enflammer. Mais les rapports faisant mention de cette invention légendaire par des livres d'histoire restent très élusifs, contrairement à la griffe d'Archimède. En plus,
L'invention n'a jamais été réutilisée dans une autre bataille depuis, ce qui pose plusieurs questions sur son efficacité réelle. Mais 22 siècles plus tard, plusieurs tentatives de recréer l'invention ont été menées. La plus importante est certainement celle menée par des étudiants du MIT en 2005, en s'aidant de 127 petits miroirs carrés disposés suivant un arc concave. Et après 10 minutes d'exposition aux rayons concentrés, le navire sujet au test a pris feu. Mais cela ne prouve en rien l'efficacité de l'invention. Même si le principe est bon, les technologies de l'époque étaient très limitées et le miroir argentique tel qu'on le connaît aujourd'hui n'était pas encore inventé. Ensuite, l'expérience a été menée depuis le toit d'un bâtiment et le bateau était sur la terre ferme. Et rien que le tangage causé par l'eau pourrait peut-être donner un résultat complètement différent. D'autres expériences du même type ont été menées par des ingénieurs grecs en 1973 et ensuite les missions Mythbusters de la Discovery Channel en 2006. Et toutes sont arrivées à des conclusions similaires. L'idée est en principe fonctionnelle, mais les technologies de l'époque la rendaient très certainement inopérationnelle. Surtout que les navires romains n'allaient pas rester là à attendre que les rayons mettent feu à leurs embarcations. Numéro 5. Congélateur du désert. Les réfrigérateurs ne sont une commodité moderne que depuis moins d'un siècle. Mais si je vous disais qu'il y a déjà 2500 ans, en plein dans les régions désertiques perses, des gens profitaient déjà de glaces bien fraîches. Et c'est grâce à cette merveille d'ingéniosité appelée yakchal. Les structures massives en forme de dôme à degrés servaient à refroidir des denrées alimentaires grâce à l'évaporation de l'eau. Les structures ont même été bâties en utilisant un mortier très spécial appelé sarouche, composé de sable, d'argile, de blanc d'œuf, de chaux et de poils de chèvre et de cendres, dans des proportions spécifiques et qui étaient résistants au transfert de chaleur. Les Iraniens pensaient aussi que ce mélange était totalement imperméable. Ces structures, partiellement enterrées sous terre, étaient remplies par de la neige et de la glace ramenée des montagnes environnantes et la chambre intérieure était souvent reliée à un kanat, une sorte d'aqueduc souterrain. Et certaines nuits d'hiver, il faisait tellement froid à l'intérieur des yakchals que l'eau du kanat et la glace qui a fondu durant la journée regelée pendant la nuit et étaient réutilisées afin de conserver les aliments. À l'époque, surtout durant la période achéménide, on y stockait les ingrédients pour fabriquer des desserts froids qui étaient destinés à la cour royale. Des desserts fabriqués à base de sirop concentré que l'on versait au-dessus d'un plat de glace pilée mélangé à du safran, du jus de raisin et de l'eau de rose, de l'amidon et d'autres fruits et épices. Cette douceur va même se démocratiser plus tard et existe toujours en Iran où on l'appelle faloudé. Ces structures sont tellement efficaces qu'elles seront utilisées pour plus de 2 millénaires et plusieurs d'entre elles sont toujours debout en Iran. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps de ça, les gens pouvaient acheter des glaces provenant des yakchals dans les bazars pour se rafraîchir après avoir fait leurs courses. Numéro 4. Pilier d'Ashoka. Quelque part dans la banlieue de Delhi en Inde, un pilier d'apparence très ordinaire donne des casse-têtes aux scientifiques depuis des décennies. Appelé le pilier de fer de Delhi ou pilier de fer de Mehrauli, il est âgé de plus de 1600 ans et a été fabriqué en fer avec une pureté de 90%. L'objet est même considéré comme un nupart, qui vient de l'anglais out of place artifact, qui veut dire objet manufacturé incongru ou bien qui ne devrait pas être là ou encore qui est hors contexte. Et pour cause, l'objet ne présente aucun signe de corrosion comme le ferait tout morceau de fer, surtout quand il est exposé aux éléments pendant plus de 1600 ans. Apparemment, cette propriété exceptionnelle n'est pas vraiment une technologie perdue, mais plus le résultat inattendu d'une maîtrise hors du commun dont faisaient preuve les forgerons indiens de l'époque. L'absence de corrosion résulte de plusieurs facteurs, parmi lesquels l'absence de chaux dans les fournaises des forgerons, la météo qui alterne des périodes très humides et des périodes très secs, en plus de la présence de sous-produits de la fusion de fer au sein du pilier. Tous ces facteurs ont pu mener à la formation d'une couche très fine, mesurant 0,05 mm pour être précis, de ce qui est appelé de la misaouite, un composé de fer, d'oxygène et d'hydrogène uniforme, qui a permis de protéger ce pilier des affres du temps. Le mystère a pris plusieurs années pour qu'il soit enfin élucidé, et même aujourd'hui, atteindre un tel niveau de qualité pour la fabrication du fer requiert du matériel de pointe qui n'était pas accessible à l'époque. Le pilier a même survécu un tir de boulet de canon et la volonté d'un empereur perse qui a ordonné de le détruire. Numéro 3. Verre souple romain.
Imaginez du verre qui ne casse pas, ça nous rendrait la vie bien plus facile. Et apparemment, il aurait été inventé à l'époque romaine, le vitrum flexile. Il est admis que le verre a été inventé par les Phéniciens, et au cours des millénaires, les verriers ont perfectionné leurs compétences, améliorant les techniques utilisées pour produire cette substance ainsi que le verre lui-même. Et c'est dans l'Empire romain que le verre est devenu un produit courant. Mais des verres de luxe spéciaux ont également été créés, et l'un des types de verres les plus fascinants est sans doute le verre dit souple. L'invention perdue légendaire daterait du règne de l'empereur romain Tibère César, et deux sources écrites principales attestent de son existence. L'une d'entre elles est l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, tandis que l'autre est le Satyricon, communément attribué au courtisan romain Petronius. Alors que l'œuvre de Pline est de nature encyclopédique, celle de Petronius est plus un morceau de satire. Le récit de Pline raconte aussi comment Tibère César a réagi à l'invention, c'est-à-dire l'interdisant formellement pour éviter que la valeur des métaux précieux, c'est-à-dire l'or, l'argent et le cuivre, ne soit dépréciée par ce nouveau matériau. Mais Pline lui-même exprime ses doutes quant à la véracité de l'histoire, puisqu'il écrit « Cette histoire a cependant été pendant longtemps plus largement diffusée que bien authentifiée. » Par contre, Petronius, dans son Satyricon, raconte que l'inventeur du verre souple a obtenu une audience avec l'empereur romain pour une démonstration. Et après avoir présenté à l'empereur une coupe en verre qui lui a paru tout à fait normale, l'artisan la jette au sol de toutes ses forces devant l'empereur choqué par ce qui s'était passé. Mais l'homme ramassa clairement la coupe du sol, montrant à l'empereur qu'elle était seulement cabossée. Le verrier prit alors un petit marteau pour battre le verre qui retrouva sa forme initiale. Le verrier était alors convaincu d'avoir impressionné l'empereur. Mais après s'être assuré que personne d'autre ne possédait le savoir, l'empereur décide de décapiter l'homme et de brûler son atelier. Aujourd'hui, les scientifiques considèrent le verre souple de la même manière qu'elle l'avait été par Pline, c'est-à-dire avec beaucoup de doutes. Néanmoins, ils ont quand même tenté de déterminer de quoi il serait fait s'il avait vraiment existé. Et la meilleure théorie est que le verrier romain avait en quelque sorte accès à de l'acide borique ou du borax, tous deux présents dans la nature. En ajoutant un petit pourcentage d'oxyde borique dans un mélange de verre, le résultat final serait quelque chose de relativement incassable. Mais cela n'explique en rien l'aspect flexible du verre. C'est le genre de mystère auquel nous ne trouverons certainement jamais d'explication. Numéro 2. Solide comme un roc. Les Égyptiens sont certainement la civilisation qui a le mieux maîtrisé le travail de la pierre, à tel point que leurs exploits sont toujours hors de la portée de notre science actuelle. Les Égyptiens ont découpé, sculpté et modelé des roches très dures comme le granit, le basalte, la quartzite et la diorite. Ces minéraux sont tellement durs qu'ils posent des problèmes à nos outils modernes. Mais alors, comment ont-ils fait pour créer tant de choses avec des matériaux si résistants? Par exemple, l'obélisque inachevé. Un obélisque dont la taille a été abandonnée et qui repose toujours dans le massif rocheux dans lequel les Égyptiens ont commencé à le découper. La roche dont il est fait dispose d'une dureté qui varie entre 6 et 7 sur l'échelle de Mohs. L'échelle de Mohs permet de mesurer la dureté des minéraux. Par exemple, un angle humain a une dureté de 2,2, tandis que l'élément le plus dur que l'on connaisse, le diamant, est un 10. Les historiens pensaient que les Égyptiens avaient utilisé de la dolérite afin de découper l'obélisque, mais il dispose de la même dureté que le granit, ce qui écarte donc cette hypothèse. Plusieurs historiens pensent aussi que les Égyptiens utilisaient des outils en bronze, alors que la dureté du bronze ne dépasse pas les 3,5. Et même si les chercheurs ont pu prouver qu'une scie en cuivre pouvait découper de la roche, en s'aidant de sable, la scie en cuivre s'usait très rapidement et ne pouvait être utilisée que sur des petites pierres. Mais cela n'explique en rien les blocs immenses qui étaient découpés et les formes très complexes obtenues par les sculpteurs égyptiens, surtout quand on sait que certains objets découverts datent même de l'Égypte pré-dynastique, entre 7000 et 5500 ans. Jusqu'ici, le mystère reste complet. Numéro 1. Dur comme du béton romain. Le matériau de construction le plus utilisé au monde est le béton, mais le matériau en lui-même est très récent. Il n'a été inventé qu'au XVIIIe siècle et consiste en un mélange très simple et très précis de ciment, d'eau, de sable et de gravier, mais il s'avère que nos ancêtres avaient leur propre version de ce matériau et qui était bien sûr supérieure. Les Perses, les Égyptiens, les Assyriens et les Romains ont tous développé une forme ou une autre de ce qu'on pourrait considérer comme du béton, mais personne n'a perfectionné
perfectionné ce matériau autant que les Romains. La preuve est que les bâtiments construits avec leur béton tiennent toujours debout plus de 1500 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est d'autant plus impressionnant quand on sait que même notre béton actuel peut montrer des signes de faiblesse après 50 années seulement s'il n'est pas proprement entretenu. D'ailleurs, ce béton romain est resté un mystère complet jusqu'en 2017 où des chercheurs sont enfin parvenus à partiellement résoudre son mystère. Et le secret était l'eau de mer qui a été utilisée pour dissoudre de la cendre volcanique à la base du ciment et du béton romain. Les éléments chimiques de la cendre volcanique sont alors dissous par un procédé appelé percolation, c'est-à-dire la pénétration très lente de l'eau de mer, permettant ainsi à des minéraux comme de la taubermorite ou la philippsite d'apparaître dans cet environnement hautement alcalin. Les cristaux de ces minéraux permettent alors de donner au béton une résistance hors du commun. En plus, ce béton ne craint donc pas l'eau de mer, puisqu'au contraire, elle ne fait que le renforcer. Et les chercheurs espèrent retrouver la recette exacte du béton romain afin de s'en inspirer et en créer une recette moderne exploitable, surtout que le processus qui permettait au béton romain de gagner sa résistance prenait beaucoup de temps, un temps que les scientifiques souhaitent réduire. Et à l'intérieur de cette mystérieuse grotte en Turquie, l'une des plus importantes découvertes archéologiques du siècle vient d'être faite. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.